Bonjour, merci d'être venus aussi nombreux. J'ai le plaisir donc aujourd'hui de faire une rencontre avec deux auteurs, Brigitte Guilbeault, bonjour, dont vous allez vite comprendre qu'elle est belge, voilà, et Jean-Philippe Chambry-Ajas, qui est un écrivain publié chez Élan Sud. Alors tous deux ont écrit chacun un roman qui porte sur des sujets qui sont un peu lourds, dans la mesure où Brigitte consacre son livre au harcèlement des jeunes, des enfants et adolescents sur les réseaux sociaux à travers son personnage qui est une femme, et Jean-Philippe, lui, à travers son personnage, Olivier, traite des horreurs de la dernière guerre mondiale, de la maltraitance en EHPAD à travers un autre de ses personnages, et de la maltraitance des bêtes dans les abattoirs. À travers... Alors, ce sont effectivement des sujets sombres, qui ont le malheur de nous rappeler à une actualité à laquelle on n'échappe pas depuis ces derniers temps, puisque à peu près tous les jours, que ce soit dans la presse écrite, que ce soit dans la presse radiophonique ou à la télévision, on entend parler de ces méfaits. Mais l'intérêt, c'est que là, c'est traité à travers une forme qui est le roman. Donc je vais d'abord demander à chacun des deux de bien vouloir se présenter. Eh bien, donc bonjour, je m'appelle Brigitte Guilbeault, je suis belge, je ne sais pas si ça s'entend à ce point-là. Par contre, ce qui s'entend, c'est que je souffre des pollens français. Ça oui, donc je risque d'avoir des problèmes de voix. J'ai un parcours d'écrivain qui remonte, on va dire, à la petite enfance. Quand j'avais 11 ans, j'ai envoyé mon premier manuscrit, parce qu'à cet âge-là, on doute de rien. J'ai envoyé mon premier manuscrit à un journaliste régional. J'ai eu beaucoup de chance, il m'a répondu, j'ai appris après que j'avais beaucoup de chance, parce que parfois, il ne répond pas, souvent même. Et il m'a répondu ceci, j'ai gardé la carte. Mademoiselle continuait à bien travailler à l'école. Bon, j'ai compris après que ça voulait dire que je faisais beaucoup de fautes d'orthographe. Et n'oubliez jamais que quand on écrit, on n'est jamais seul. Et là, il avait raison. Donc, les choses de la vie m'ont changé d'orientation. J'ai trouvé un métier, j'ai eu des enfants, je me suis mariée, j'ai fait les choses dans l'ordre. Et puis, les choses de la vie m'ont rattrapée. Et en 93, je suis revenue à l'écriture et j'ai sorti mon premier roman en 95. Et depuis, j'ai écrit. J'ai trouvé une maison d'édition où je me sens bien, parce que je ne sais pas rester quelque part où je ne me sens pas bien. Et donc, j'y suis bien. Je travaille avec eux depuis la création de la maison d'édition. Et je les ai suivis, notamment à l'Antre des livres à Orange. Et donc, je viens de sortir en novembre dernier mon 12e roman. Voilà. Le papillon, j'en parle déjà. On va peut-être laisser Jean-Philippe. On va laisser, parce qu'il faut se rappeler que quand on donne la parole, il faut savoir la reprendre. Oui. Bonsoir, donc ils sont bavards, c'est belge. Voilà, alors moi, mon professionnel, je suis infirmier de métier. On m'entend pas? On m'entend? Il faut que je... Non, on t'entend. Non, il est ouvert. Il est ouvert? Ouais, d'accord. Ah, c'est mieux. Voilà, donc je disais, je suis infirmier, c'est mon métier, je continue à l'exercer. Et en parallèle, j'écris. Alors moi, je suis un petit peu comme Brigitte, j'écris depuis l'âge de 7 ans. Voilà, un fait qui m'a amené à écrire, donc la poésie quand on est enfant, des petites nouvelles, etc. Et puis aujourd'hui, je suis chez Élan Sud, c'est mon 4e roman chez Élan Sud, c'est mon 8e roman en tout, mais mon 4e roman chez Élan Sud.
Et voilà, donc mon parcours, il est pareil, j'ai fait un petit peu comme toi, les choses dans l'ordre, enfant, marié, etc., divorce. Donc voilà. Que dire de plus par rapport à l'écriture? Eh bien, que c'est peut-être une soupape, c'est peut-être... il y a une certaine violence aussi dans l'écriture quand on écrit, une violence pour soi, je pense. Voilà, on va chercher un petit peu au fond de soi certaines choses. Voilà, que dire de plus sur moi? C'est pas très intéressant ce que je peux dire de plus sur moi, si ce n'est que j'écris aussi pour le théâtre et qu'il y a un des personnages du roman que je viens présenter, qui est le dernier, qui s'appelle L'ivresse des papillons, un des deux personnages centraux du roman qui a été extrait et qui va se retrouver sur scène bientôt. Voilà. Alors, ces deux livres ont un point commun d'emblée quand on les reçoit et qu'on les a entre les mains. Et ça m'a fait sourire quand j'ai reçu ces deux livres parce qu'il y a le papillon, qui est un insecte présent dans chacun de ces livres. Voilà. D'autant que notre modératrice a mis un t-shirt avec des papillons. Oui, ça c'est pour alléger un peu l'atmosphère. Voilà. Donc un papillon sur la banquise avec une très jolie couverture, donc le livre de Brigitte, et puis l'ivresse des papillons. Et quand on est chargé d'animer une rencontre et qu'on voit les deux termes, on se dit tiens, il y a un point commun. Alors certes, on va voir qu'il y a plein de points communs entre les deux auteurs, mais une manière absolument différente de traiter les sujets, et personnellement je trouve que c'est ce qui en fait l'intérêt. Voilà. Donc Brigitte, si tu veux bien, parler un petit peu de ton livre. Oui, un petit peu de ton livre. Oui, je te laisse parler. Alors, Un papillon sur la banquise, c'est mon 11e roman. J'ai été interpellée, puissance 12, par des enfants qui décident de mettre fin à leur jour. Ne venez pas me dire que ce n'est pas la même chose en France qu'en Belgique. Régulièrement, nous sommes confrontés à cette douleur de se rendre compte que nous n'avons pas été capables de leur laisser croire que le monde pouvait être beau. Et ils décident peut-être pas de mourir, mais en tout cas de ne plus vivre. Et donc, mon livre commence avec Frédéric Queux, qui va partir en Afrique. Elle part en Afrique parce que dans ce pays-là, on peut, entre guillemets, disparaître. Elle a décidé, comme tous les offensés dans le temps, de choisir les armes. Et elle va venger son fils, qui a été harcelé sur les réseaux sociaux. Elle va le venger en utilisant Internet, Facebook, Instagram, TikTok et tout ce que je ne connais pas, parce que je suis un dinosaure par rapport à tous ces moyens de communiquer qui sont à la fois géniaux et monstrueux suivant la manière dont on les utilise. Elle va partir donc au Sénégal et de là, elle va se venger jusqu'au moment où elle va se rendre compte qu'elle n'est pas mieux que les autres. Elle va prendre conscience qu'en fait, de cette vengeance qui devient un pouvoir, elle en jouit. C'est gai d'être puissant, c'est gai d'écraser les autres, et elle s'amuse. Et là, elle va en prendre conscience et entrer dans une forme de résilience. Elle ne va pas aller au bout de sa vengeance. Et donc, voilà, ce que je trouvais intéressant dans mon roman, et puis j'arrête, c'est à la fois, nous avons le regard du harcelé, de la victime, et nous avons le regard du harceleur, du bourreau. Voilà. Alors, Frédéric, c'est une femme. Jean-Philippe, lui, part d'un homme, Olivier,
qui est un écrivain. Voilà. Alors en fait, pour le thème central du livre, bon, on l'a bien compris, même c'est un petit peu sombre parce qu'on parle beaucoup de maltraitance. Mais à la base, je voulais écrire une histoire qui est arrivée à ma famille pendant la Deuxième Guerre mondiale, un drame, quand la division d'Alsace a rejoint la Normandie, alors que ça commençait à être la débâcle allemande, et où ils ont fait Oradour-sur-Glane et tous les massacres qu'on connaît. Et donc il y a mon drame familial. Le problème, c'est que pour écrire, pour romancer, pour mettre du lyrisme sur un drame, c'est extrêmement compliqué. Donc je me suis dit, je ne vais pas faire un roman. Et pendant longtemps, ça fait des années que j'ai envie d'écrire un petit peu une histoire de cette histoire qui se passe dans la grande histoire. Je me suis dit, mais comment le construire? Donc là, il y a un petit peu d'autofiction, parce que j'ai fait comme si un écrivain, en fait, c'est un écrivain qui revient sur ses terres natales, donc en Corrèze, d'où je suis originaire, et qui va montrer son travail d'écrivain, de recherche, comment il va faire pour retrouver, par rapport à l'histoire, comment il va lire, comment il va prendre ses notes, comment il va essayer de construire. Mais il ne va pas faire une histoire, ça c'est juste l'histoire d'écrivain. Donc c'est un fil rouge dans le roman. Et en revenant en Corrèze, évidemment, il va retrouver des amis qui sont restés sur place, qui sont restés à la terre, puisqu'il y a le monde paysan. Moi, j'ai encore des amis qui sont paysans, qui laissent des vaches en Corrèze. Et voilà, donc ça, c'est le personnage d'Olivier qui revient écrire en Corrèze. Parallèlement à ça, puisque les deux premiers chapitres sont vraiment décalés, on parle des deux personnages centraux dans les deux premiers chapitres, c'est l'histoire de Chloé, une jeune fille qui est partie faire ses études, qui a un peu foiré, qui s'est retrouvée être soignante, c'est pas parce qu'on est soignante qu'on a foiré ses études ni sa vie, c'est pas ce que je dis, mais elle s'est retrouvée à faire ce métier parce qu'elle en avait envie. Et là où elle va travailler, dans un EHPAD, elle est entraînée par ses collègues, entraînée aussi par plein de choses de sa vie qui ne vont pas se passer comme elle espérait, et puis voilà, des déceptions. Elle va devenir maltraitante, malgré elle. Parce que si on est soignant, la base c'est pour être empathique et bienveillant, mais pas maltraitant. Et si on tombe dans la maltraitance, c'est pas un choix. Souvent, il y a plein de raisons extérieures. Et donc, ces deux personnages, à un moment donné, vont se rencontrer. Et tous les personnages, parce qu'il y a beaucoup de personnages dans le livre, c'est pas qu'un livre sombre, il y a un personnage drôle aussi, il y a deux personnages qui sont un peu décalés. Et voilà, donc tous ces personnages vont être liés entre eux, et donc ça va faire une histoire. Alors, à tous les deux, j'ai envie de vous demander, parce que les sujets sont intéressants et dramatiques en soi, et on a plutôt l'habitude sur ces sujets-là de lire des récits sur des faits sociaux, avec, si c'est vu d'un point de vue d'un psychologue, une analyse qui démonte un peu les mécanismes qui peuvent se passer à travers le vécu des personnages. Or, l'un et l'autre, vous avez choisi la forme romanesque. Et d'ailleurs, en démarrant doucement, tous les deux dans le roman, puisque au début, Frédéric, qui est une femme et à laquelle on peut très vite s'identifier, est une femme qui est dans un aéroport. Elle part en Afrique, mais on ne sait pas trop pourquoi elle part. Est-ce qu'elle a eu une rupture amoureuse? Est-ce qu'elle fuit son pays? Est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose? Est-ce qu'elle est un peu déjantée? Enfin voilà. Olivier, le personnage de départ est quand même quelque part principal, qui est un écrivain, il part. Alors on a quand même le sentiment que tous les deux fuient quelque chose. Il part pour retourner dans sa région d'origine, dans son village de naissance, et on va découvrir les choses au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une montée en tension, je trouve, dans les deux romans. Alors pourquoi avez-vous choisi l'un et l'autre, plutôt le roman qu'un traité plutôt psychologique, ou pour toi un récit historique, ou éventuellement un récit sur la maltraitance, que tu connais bien malheureusement de par ton exercice professionnel? Pourquoi le roman? Alors, le roman, parce que c'est mon moyen d'expression. Je choisis le roman parce qu'il touche
beaucoup plus de public. Et puis, il ne faut pas oublier qu'avec mes romans, je vais dans les centres culturels, je vais dans les bibliothèques, je vais dans les écoles. Tous mes romans lancent des débats sur des thèmes de société. Et donc, c'est mon moyen d'expression, ni plus ni moins. Je n'ai pas le goût du traité scientifique et certainement pas les compétences. Le roman est mon moyen de toucher un maximum de personnes. C'est beaucoup plus ludique. Alors moi c'est pareil. En tous les cas, c'est une forme qui permet de faire passer des sujets extrêmement difficiles et de réfléchir par empathie avec les personnages. Alors moi le roman c'est simple, c'est parce que je ne sais pas faire grand chose d'autre. Donc le roman il s'imposait évidemment. Si j'avais fait du cinéma, j'aurais sûrement fait un film peut-être. Si j'avais peint, j'aurais fait un tableau. Mais et puis le roman parce que j'étais pas capable de faire un roman historique parce qu'il faut être extrêmement calé et un scientifique et ce que je suis absolument pas. Et puis voilà, c'est la forme qui, je pense, convenait de quoi qu'il arrive. Ce qu'il faut dire, c'est que quand même, moi, quand je démarre quand je commence à écrire un roman, quand j'ai une idée sur le roman, je prends chacun des personnages centraux et j'en fais une nouvelle. Je fais une nouvelle, pourquoi ? Parce que je veux voir déjà si ça marche, au niveau de leur psychologie, au niveau... je veux voir s'ils peuvent correspondre à un personnage qui prend vie dans le roman. Et si le personnage de Chloé, qui est devenue maltraitante, a été extrait de ce roman par un metteur en scène qui va mettre ce personnage en scène, c'est parce qu'il était extrêmement réaliste. Et moi j'ai besoin, dans un roman, quand on lit mon roman, que ça soit réaliste, qu'on puisse voir les choses, les voir, mais de façon presque cinématographique. Donc voilà. Comme tu disais, s'identifier. Oui, s'identifier. Et comme disait Martine, s'identifier. On ne s'identifie pas dans un traité historique. Là, il faut que le lecteur, parce que quand on écrit un roman, on n'écrit pas pour ça, on écrit une histoire, mais on écrit pour les gens qui vont la lire. Donc il faut que les gens qui la lisent, ils puissent s'identifier, puissent se reconnaître dans les personnes, enfin se reconnaître entre guillemets, mais reconnaître le réel de la vie. Donc, alors que dans un traité, etc., c'est beaucoup plus compliqué. Puis il faut que ça soit professionnel, qu'il fasse un traité historique, pas romancier. Chacun son truc. Si tu permets, j'ai envie de lire un petit extrait, page 14, du personnage de Frédéric, cette maman qui fuit l'horreur. Son fils s'est suicidé et elle part pour se venger et vous verrez en lisant le roman, pas seulement pour se venger. Ce voyage de retour aux origines du monde lui semblait la seule chose envisageable. Et ce choix allait servir ses projets. Elle savait qu'elle n'y trouverait pas le bonheur, mais poserait un acte contre le malheur. Le malheur rimait avec la passivité, l'acceptation d'une situation intolérable. La seule porte de sortie résidait dans l'action, des objectifs, un projet à mener à son terme. Il lui était impératif de le mettre en œuvre pour ne pas sombrer. Elle se dit que de se battre contre le malheur, ça pouvait ressembler à du bonheur. Elle savait qu'elle se mentait, mais vivait cette décision comme seule source de vie. Le seul module envisageable pour continuer à respirer, pour ne pas cesser de vivre, à défaut de rester vivante. Je te laisse parler de Frédéric et de sa démarche et de ce personnage profond, très profond. Frédéric, vous ne saurez pas grand-chose d'elle, à part que c'est une femme relativement jeune, qui a eu un enfant seul, qui l'a élevé seul et qui l'a perdu seul. Elle part donc en Afrique, comme je vous l'ai dit, parce qu'elle veut venger l'innommable, c'est-à-dire ce que tout un groupe s'est ligué pour lui faire à son fils qui était le centre de sa vie.
Et donc, elle va partir en Afrique, mais on ne va pas tout raconter. Elle veut utiliser l'arme d'Internet pour qu'il soit puni de la même façon qu'ils ont traité son fils et comprendre. Dans le roman Un papillon sur la banquise, en fait, Frédéric va passer par les 5 stades de Elisabeth de Kübler-Ross. C'est les 5 stades pour faire le deuil. Elle va passer par ces 5 étapes, mais toute seule et en Afrique. Voilà, en gros. Alors, les 5 stades, c'est le déni, la colère, le marchandage, la dépression et l'acceptation. La dépression et l'acceptation. J'ai encore un peu de mémoire. Voilà. Et c'est ce par quoi passent toutes les victimes de deuil, de violence, quand on annonce une maladie grave. Alors, quelquefois, c'est décrit par les spécialistes avec ces stades-là dans un certain ordre, parce que ça peut se passer dans le désordre. Dans d'autres. Voilà. Et on retrouve très bien ces 5 stades-là à travers l'évolution de ce personnage. Donc, c'est aussi extrêmement intéressant. Et pour en revenir à nos 2 romans, sans les comparer, mais on a 2 personnages qui sont, moi, le personnage de Chloé qui était maltraitante et son personnage qui sont 2 personnages qui vont devenir résilients, c'est-à-dire voilà, qui vont se sortir un petit peu de périodes compliquées, ils vont faire les mêmes stades de deuil en fait. Oui. Après l'acceptation. Ils ne vont pas pardonner forcément, ni oublier, parce qu'il y a des choses qui ne s'oublient pas, mais ils vont comprendre et ils vont être capables de revivre avec ce qui a été une empreinte à vie dans leur vie. Et dans ton roman, le personnage va se battre contre quelqu'un, contre d'autres personnes, alors que Chloé, elle va se battre contre elle-même. Parce qu'elle est une maltraitante, elle va se battre contre elle-même. C'est un petit peu la différence. Je vais lire un petit extrait aussi du livre de Jean-Philippe. J'ai horreur de ça. T'as horreur de ça, bah t'écoutes pas. Que j'ai trouvé extrêmement important quand il parle d'Olivier. Olivier qui repart dans le village de son enfance. Et tu écris quelque chose qui me paraît, moi, fondamental. Un homme est le produit des douleurs de l'enfance et des sujets chimériques que lui concède le temps. A-t-il pensé, il parle de Frédéric, d'Olivier, a-t-il pensé en revenant sur les terres qui l'ont vu grandir? C'est-à-dire qu'elle part, je pourrais dire en terre inconnue, mais loin, et lui, il retourne à ses origines, là aussi pour comprendre, parce qu'il est obsédé par le roman familial, et il est obsédé aussi par la mémoire de sa maman, qui revit et leur raconte, comme on a peut-être pu tous entendre, des parents ou des grands-parents raconter des horreurs de la guerre, et il va retourner et être confronté aussi à des amours de jeunesse, à découvrir ce que sont devenus ses amis, ceux qui lui étaient proches, et des descendants de ceux qui lui étaient proches, et entre autres de cette Chloé, qui est une jeune femme, là aussi, qui vit des moments extrêmement douloureux, qui a une trajectoire difficile, et qui est confrontée à ces situations de maltraitance par son métier. Alors, est-ce que, Brigitte, tu as envie de dire plus de choses par rapport à ce personnage de Frédéric sans en rien dévoiler? Parce qu'effectivement, il y a des moments dans le roman qui sont très tragiques et que moi, j'ai pas envie de lire parce que c'est ton roman et qu'un roman, ça se lit. De même pour Jean-Philippe, un roman, ça se découvre et que la lecture que j'ai pu en faire sera certainement différente de la lecture que chacun d'entre vous en feront. Mais est-ce que tu veux aller un petit peu plus loin, entre autres, pour parler des réseaux sociaux et de la malfaisance des réseaux sociaux, d'autant que je ne le savais pas, mais j'ai découvert que lorsque ce livre arrivait dans des écoles et qui devait
pouvait être lu par des enseignants qui allaient en faire une utilisation auprès des enfants en matière, ou peut-être même des parents, en matière de prévention, en matière d'information, en matière de réflexion. Il y a un livret pédagogique qui est donné avec et qui est un support, et ça c'est assez complémentaire à un roman, parce que tu dis, le roman c'est ma forme, mais tu es aussi très pédagogue. Oui. J'ai été prof, et donc prof de philo, donc ceci explique cela. Et il est exact que quand Un papillon sur la banquise est sorti, nous nous sommes interrogés avec ma maison d'édition, l'Hélice Éditions, nous nous sommes interrogés sur comment un professeur peut aborder ce thème. Comme je vais dans les écoles avec tous des bouquins qui parlent de thèmes compliqués et que j'ai été moi-même enseignant, j'ai réalisé que c'est très difficile. Et je pense que vous serez d'accord de dire avec moi qu'il ne suffit plus aujourd'hui de dire plus jamais ça. Ça revient, ça revient, ça revient. Donc, et plus on dit plus jamais ça, moins les jeunes comprennent et les adultes. Donc, nous nous sommes dit qu'un dossier pédagogique pouvait être intéressant, mais qu'il était surtout intéressant s'il pouvait être travaillé en compétences transversales. Ça veut dire, on le lit au cours de français, mais on l'utilise au cours philosophique, on l'utilise en dessin artistique, on l'utilise en histoire, on l'utilise en sciences humaines, on peut l'utiliser dans plein de cours. Et donc, ce dossier pédagogique a été sorti par ma maison, enfin c'est moi qui l'ai fait, avec des inspecteurs belges, des inspecteurs de la communauté française, et il a été validé. Et il y a donc un dossier pour l'élève, ma maison d'édition l'offre, un à chaque élève, on n'en offre pas un pour l'école, on offre un dossier pédagogique à chaque élève quand il y a un minimum de commandes. C'est logique, sinon il est à vendre. Hein. Et ce que ma maison d'édition souhaite avec moi, c'est que les professeurs ne soient pas obligés de faire des copies, que les élèves aient des dossiers en couleur. D'accord ? Et il y a évidemment le dossier pédagogique du professeur ou de l'accompagnateur, si ce sont des éducateurs ou dans d'autres. Voilà. Et donc, nous avons décidé de faire ce dossier pédagogique. Sur Frédéric, je voudrais juste dire ceci. Je pense que Frédéric, elle est en chacun d'entre nous. Mais nous ne pouvons pas la découvrir parce que nous avons, je l'espère, pour les gens qui sont ici, beaucoup de chance. On n'a pas vécu la mort d'un de nos enfants. Voilà, je touche peut-être à l'intimité de quelqu'un qui est ici, et croyez bien que je partage totalement l'horreur que ça doit susciter. Mais je pense que Frédéric, c'est nous, hommes ou femmes. Alors Jean-Philippe, il y a un sujet qui te tient beaucoup à cœur, qui est la maltraitance des personnes âgées, en sachant qu'il y a d'autres types de maltraitance, et notamment auprès de toutes les personnes en situation de fragilité, et que très souvent cette maltraitance est une maltraitance institutionnelle, parce que je te rejoins quand tu dis aucun soignant ne part avec l'idée d'être maltraitant. Il devient maltraitant malgré lui, à cause des conditions de travail, à cause de la non-reconnaissance, à cause de la violence qui lui est faite à lui-même dans sa vie. Alors, tu n'as pas fait un dossier pédagogique, mais on a appris récemment que tu as écrit une pièce de théâtre qui met justement en tant que personnage de Chloé en scène. J'explique déjà depuis un petit peu le début par rapport à la maltraitance. Il y a une quinzaine d'années, en plus de mon métier d'écrire, je m'ennuyais en fait. Donc j'ai été formateur. J'ai travaillé pour une boîte de formation je suis formé moi-même pour les personnes en fin de vie et sur la douleur. Et donc cette maison qui envoyait justement des formateurs un peu partout, cette maison, une boîte de formation, m'envoyait à la base dans
des réa, dans des services assez pointus sur la maltraitance, la douleur. Bon, c'était très bien et ça correspondait tout à fait au public. Sauf qu'il y a eu des budgets énormes qui ont été débloqués pour les maisons de retraite pour faire de la formation. Et les maisons de retraite se sont mis à demander aux boîtes de formation des formateurs qui étaient très formés dans tous ces domaines, mais on s'est adressé à un public qui n'était plus le même. Au lieu d'avoir des infirmières, des médecins, des psychologues en formation, on se retrouvait avec des aides-soignantes. On avait aussi des aides-soignantes, mais des aides-soignantes, quasiment plus d'infirmières, parce qu'elles étaient surchargées dans les maisons de retraite. Et donc en formation, on avait des aides-soignantes et des femmes de service, en fait, des auxiliaires de vie. Donc la formation n'était absolument plus adaptée. Donc j'ai réadapté cette formation et on a essayé de faire quelque chose un petit peu de plus sensé par rapport au public. Mais le problème, c'est que ces personnes-là, elles étaient tellement en souffrance que moi je faisais 2 jours de formation, la formation durait 2 jours. Alors en formation, on sympathise, on mange ensemble, tout ça, donc c'est plus décontracté. Et le dernier jour, quand je partais, le soir, eh bien, elles partaient plus. Et il y en avait plein qui me racontaient donc leur souffrance et comment elles devenaient maltraitantes. Mais elles mettaient même le mot de maltraitance. Et moi j'ai entendu des trucs, des horreurs. Donc j'ai pris beaucoup de notes à cette époque-là. J'ai dit ça, il va falloir en parler un jour ou l'autre. Mais c'est très compliqué d'aborder un sujet comme ça. Il y a une omerta totale parce que bon. Et donc j'avais tout ça dans mes dossiers, dans mes cahiers. Et le personnage presque il s'est imposé quand j'ai écrit le livre parce qu'il y a comme il y avait des douleurs, des maltraitances, etc. J'ai trouvé que ça s'imposait. Comment il est venu à faire une pièce de théâtre ensuite, c'est que justement j'avais écrit des nouvelles, j'avais lu une nouvelle sur Chloé. Et quand j'ai ressorti la nouvelle pour l'incrémenter dans le roman, j'ai trouvé d'un tel réalisme. Donc je me disais, j'ai dit mais il faut qu'on la voie cette Chloé, il faut qu'elle soit physiquement présente. Et donc j'ai proposé un metteur en scène qui, après j'ai retravaillé sur la pièce parce que c'était très écrit littéralement comme pour un roman. Donc j'ai travaillé pour le théâtre et donc ça fait 1 an à peu près que je travaillais. Puis la pièce va être jouée à partir de septembre, novembre, enfin voilà, sur Marseille, on a sur deux représentations, je crois, après sur Marseille au Tourski et puis après il y aura peut-être une petite tournée. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que. Ce qui est intéressant. Vous m'entendez? Et là? Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit à travers ces personnages, que ce soit celui de Chloé ou celui de Frédéric, un petit peu des réactions similaires. C'est-à-dire que les deux, à un moment donné, deviennent maltraitantes à cause de leur propre mal-être. Frédéric, elle est dans une souffrance immense, elle a perdu son fils. Chloé, elle est dans une souffrance immense, elle a une vie odieuse, épouvantable, et elle devient maltraitante, et toutes les deux deviennent maltraitantes. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que toutes les deux vont faire un chemin de construction qui va les amener à pouvoir revivre. Ça, ce sont 2 points communs. Et un autre point commun, c'est l'existence du papillon. Alors, papillon, qu'est-ce qu'un papillon peut venir faire dans un roman, dans 2 romans qui parlent dessus? Un papillon, ça évoque quoi? C'est beau, ça évoque la légèreté, mais c'est symbolique aussi. Un papillon, c'est le côté éphémère de la vie. Il met longtemps à devenir papillon et quelques heures à disparaître, à ne plus exister. Il y a tout un symbole de la légèreté du papillon. Hein? En amour, les amoureux disent « j'ai des papillons dans le ventre ». Et puis, un papillon en psychanalyse, pour les psychanalystes, quand on rêve de papillons, ceux qui font de la théorie sur les rêves, ça veut dire que quelque part, les personnes, c'est leur interprétation, hein, on leur accorde la valeur qu'on veut leur accorder ou celle qu'on y croit, mais leur interprétation, c'est que quand on rêve de papillons, c'est que quelque part, on a un projet, une reconstruction, une volonté d'amélioration. Et en fait,
parle-nous de ton papillon, mais lui, il est sur la banquise. Il parle de la banquise. Alors vous avez la réponse dans le titre. Le papillon était en train de sortir de sa chrysalide. Ça devenait un très beau papillon qui allait pouvoir enchanter le monde le temps de sa vie. Mais il a rencontré la banquise. Et le papillon sur la banquise, il ne peut pas survivre. Il n'a pas la force. Voilà. Vous avez compris qui est le papillon et qui sont tous ces opposants, pour ne pas dire d'autres mots, qui se forment, qui s'agglutinent et forment une banquise. Et ce papillon, vous avez compris que c'est le fils de Frédéric, c'est Manuel. Et la banquise, c'est les fameux copains voilà. sur Internet. Et que Manuel, c'est un garçon fragile, différent. Oui. Et c'est pour ça qu'il est attaqué et attaquable et une proie facile. Alors moi, le papillon, il est plus métaphorique puisque c'est essentiellement sur la brièveté de la vie, quoi, le papillon qui naît le matin, pratiquement, enfin presque tous les papillons qui naissent le matin meurent le soir. Et donc c'est la brièveté de la vie, mais c'est aussi voir cet animal qui va se gorger de nectar, etc., qui va prendre tout ce qui est beau dans la vie et qui va mourir le soir. Donc c'est mourir avec l'ivresse, quoi, d'avoir essayé de prendre tout ce qui était beau dans la vie. Et le papillon aussi pour l'enfance, parce que moi j'ai été gamin dans un endroit où c'était à la campagne, et j'ai chassé des papillons, enfin oui, j'ai essayé d'attraper des papillons, c'était un jeu d'enfance. Et comme j'ai eu une époque, comme je disais hier, un peu virginienne, avec très libre dans les prés, les ruisseaux, tout ça. Donc le papillon, ça me parle, quoi. Et je parle aussi d'un papillon qu'on chassait quand on était enfant, qui s'appelle le souci. Et donc il y avait aussi une corrélation avec certains personnages qui avaient des soucis dans leur vie. Voilà. Brigitte, est-ce que tu as envie, ou est-ce que tu souhaites, lire un extrait de ton livre qui ne dévoile rien, mais qui va parler aux personnes qui sont ici? C'est une colle, ça. C'est une vacherie, oui. C'est une vacherie. Je n'en sais rien. Moi, je vous lis tout le livre. Je ne sais pas. Je vais vous lire les 5 dernières lignes. Dans un souffle, elle demanda: Léopold, tu m'entends? Oui, bien sûr. Je t'entends et je t'écoute. Tu sais, j'ai compris que le monde était dangereux à vivre, mais je sais qu'il n'y a pas d'avenir sans papillons qui volent vers la lumière et colorent la terre. Les yeux embués de larmes, elle termina. Notre liberté, c'est de savoir si nous voulons faire partie de la banquise ou être un papillon. Alors, courageusement, il me dit j'ai oublié mes lunettes. En fait, c'est parce qu'il n'aime pas entendre. Il aime pas entendre, donc il me dit tu vas lire pour moi. Donc je vais lire effectivement les dernières lignes du livre et vous allez voir que ces deux auteurs, bien qu'un homme et une femme, ont plein de points communs. On fouille l'aube de caresses désespérées en attendant que frappe la lame qui étincelle dans la nuit, conscient qu'à tout jamais, les sources du passé remplissent nos cœurs des sanglots de l'enfance. C'est très poétique, c'est très beau. C'est toi qui as écrit ça. Est-ce que l'un ou l'autre, vous voulez rajouter quelque chose, ou est-ce que vous voulez laisser... S'il y a des questions, c'est mieux. S'il y a des questions. Ou des réactions. Des réactions. Oui. On les a placés. Oui. Donc on a assez d'informations de l'un que l'autre pour avoir un peu de... Ah oui, ça c'est sûr.
le but, c'est ça. Enfin, j'allais dire, il y a des moments qui sont très poignants. Hein, je ne dis pas que je les connais par cœur, mais pratiquement, les deux. Bon, il se trouve que le livre de Jean-Philippe, j'ai eu le plaisir de faire partie du comité de lecteurs et de le lire plusieurs fois avant, puisque c'est la manière de fonctionner d'Élan, d'avoir un comité de lecture qui lit, qui réagit, un comité de lecture de lecteurs, hein, qui lit, qui réagit et qui transmet à l'auteur. J'espère qu'on n'a pas été trop maltraitant. Sinon, je et celui de Brigitte, que je ne connaissais pas, j'ai fait connaissance de Brigitte là. Je l'ai lu, je ne sais pas combien de fois. Voilà. Et ce sont deux livres, en plus je ne suis pas vraiment une lectrice de romans, et ce sont deux livres formidables, poignants, et quand j'ai terminé aussi bien l'un que l'autre, j'ai été 2 jours sans pouvoir lire autre chose. Merci, merci. Merci Martine, parce que ça a été une belle. Enfin, j'ai été un bon moment de table ronde, c'est pas toujours le cas, c'est des fois un peu plat et un peu. Voilà, donc c'était très agréable. Merci à vous d'être restés. Merci, merci beaucoup.